Il a regagné Abidjan aujourd'hui après avoir pris part au 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara a assisté aux travaux qui ont porté sur l'avenir des grandes puissances émergentes. Le chef du gouvernement haïtien est à la tête d'une délégation en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement haïtien et ses hommes ont rencontré aujourd'hui le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Lancement aujourd'hui de l'opération de pré-souscription ou de commercialisation des logements sociaux et économiques. Quelles sont les conditions d'attribution de ces logements et qui peut en bénéficier et comment? Des réponses dans cette édition. Et puis, nous ferons une incursion au cœur de l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, le plus important aéroport du pays, où on en est aujourd'hui avec la marche vers la certification de cette infrastructure. Des précisions dans le dossier de ce jeudi. Voilà pour le sommaire, il est bien 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Il a regagné Abidjan ce soir même après avoir pris part au 5e sommet des BRICS qui a pris fin hier en Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara y a assisté aux travaux qui ont porté entre autres sur l'engagement des BRICS à favoriser la croissance en Afrique et les échanges intra-africains. Le président Ouattara est donc de retour au pays. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions. Aussitôt arrivé, le chef de l'État ivoirien s'est rendu à ses bureaux au palais présidentiel du Plateau pour reprendre le travail. Et puisqu'on en parle, sachez que l'une des conclusions de ce sommet des BRICS fut la création d'une banque de développement commune destinée à financer des infrastructures. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la deuxième et dernière journée ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités, au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président à l'exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban, une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Retour en Côte d'Ivoire où séjourne depuis hier le chef du gouvernement haïtien, Laurent Salvador Lamotte, conduit une délégation composée de ministres et d'hommes d'affaires haïtiens. Dans la ligne de mire, la coopération entre Abidjan et Port-au-Prince. Je vous propose de suivre la substance du communiqué final qui a sanctionné cette visite. C'est avec Alvarassa. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a eu une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Il a été essentiellement question de coopération au profit des deux pays. Je suis convaincu que la force des excellentes relations d'amitié et de fraternité que nos deux nations nouent aujourd'hui sera le gage des perspectives rayonnantes d'une coopération bilatérale diversifiée, fructueuse et porteuse de fruits entre nos deux pays. Pour Laurent Salvador Lamotte, cette visite est le signe du rattachement d'Haïti au continent africain et particulièrement à la Côte d'Ivoire pour s'inspirer de son modèle de développement. En très peu de temps, vous avez réussi à mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès, du développement durable et de la croissance économique. Nous essayons de faire pareil.
À l'issue de cette séance de travail entre des membres du gouvernement ivoirien et haïtien, les résultats de leurs travaux ont été entérinés par les deux premiers ministres, suivi de la signature de deux accords, l'accord cadre de coopération et le mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères. D'autres projets d'accord, toujours dans le domaine de la coopération bilatérale, ont été signés. Elle porte entre autres sur la question de la sécurité de la défense, le commerce, les investissements, l'agriculture, les ressources animales, l'éducation et la libre circulation des personnes. En vue de faciliter la libre circulation des personnes entre les deux pays, le gouvernement ivoirien a marqué son accord pour l'exemption de visa aux Haïtiens détenteurs de passeports officiels, diplomatiques et de service. Par ailleurs, s'agissant des femmes et hommes d'affaires haïtiens, il est envisagé l'émission de visas de longue durée aux entrées multiples. Au niveau de la coopération régionale et internationale, les deux premiers ministres se sont félicités de la convergence de vues des deux pays sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des institutions internationales. Vous venez de le voir, le chef du gouvernement haïtien, Laurent Salvador Lamotte, et ses hommes ont rencontré aujourd'hui le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Il y a eu aussi rencontre entre hommes d'affaires ivoiriens et haïtiens. Alvarassa. Il a été question de plusieurs secteurs d'activité lors de cette rencontre hommes d'affaires ivoiriens et haïtiens, présidée par le Premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamotte. Pour la Côte d'Ivoire, le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Esmela Essis, et Djibo Nicolas de la Chambre de commerce et d'industrie ont présenté les atouts économiques du pays en agriculture, mines et énergie, commerce, services et autres. Pour Haïti, les ministres haïtiens de l'agriculture, Fresnel Dorsin, et celui des Affaires étrangères, Pierre-Richard Kazmi, ont soutenu que le gouvernement Martelly Lamotte veut faire de l'investissement privé une priorité. D'où cette mission en Côte d'Ivoire, un exemple pour eux. Ils ont ensuite dit qu'Haïti, avec plus de 10 millions d'habitants et à 1 heure de vol de la Floride aux États-Unis d'Amérique, est un marché important. À cela, il faut ajouter le secteur touristique, l'artisanat et la pêche. Pour eux, enfin, après le tremblement de terre et le passage de l'ouragan Sandy, le pays est à reconstruire. Troisième titre de ce 20h, le lancement aujourd'hui de l'opération de présouscription ou de commercialisation des logements sociaux et économiques. Une question primordiale pour le gouvernement ivoirien, surtout qu'il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logement dans le pays. Quelles sont les nouvelles conditions d'attribution de ces logements? Qui peut bénéficier et comment? Plus de précisions avec Noël Niagno. La politique de logement social en Côte d'Ivoire, au commencement, était la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, publicité mise à part, avec une image, l'immeuble Mirador et un visage qu'on en fait un. Continuer l'œuvre que nous avons démarrée et bien sûr de travailler. Sans le travail, on n'a rien dans la vie. Ce jeudi 28 mars, l'État, à travers ses dirigeants, est retourné au Mirador pour repositionner cette politique de logements sociaux avec une mobilisation à nul autre pareil des membres du gouvernement. Plus de 7 ministres, y compris des ministres d'État. Une expression de la solidarité, de l'engagement du gouvernement autour de la question du logement. À leur tête, Amadou Gon, secrétaire général de la présidence de la République, président de la cérémonie, la quasi-totalité des acteurs du BTP, bâtiments et travaux publics. Et bien sûr, les populations qui attendent beaucoup de cette opération. Depuis 30 ans, on vit dans une maison, on paye la maison correctement. Chaque fois, on vient nous augmenter. On est fatigué de ça. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, a souligné à cette occasion les actions entreprises pour relancer la politique du logement social, principalement le prolongement de la durée du crédit et la réduction de son coût. Le taux du crédit acquéreur passe désormais de 9,5% minimum au maximum à 5,5% pour les acquéreurs. Quant à la durée, avant, elle était de 15 années au maximum. Aujourd'hui, le crédit immobilier peut aller de 11 à 20 ans. Sur cette base, tout Ivoirien peut bénéficier de ce logement à condition d'avoir un revenu mensuel n'excédant pas 400 000 francs CFA.
et se soumettre à une préinscription qui va sanctionner votre éligibilité. 300 jeunes sont recrutés pour gérer cette opération qui va durer 45 jours. Elle aura lieu dans toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce jour, le gouvernement a obtenu 2291 hectares de terrain. Je vous le disais hier, Maître Afoussiata Bamba Lamine est depuis quelques jours au Burkina Faso. Est-ce qu'elle est rendue pour signer des accords de partenariat en matière de communication et d'information entre Abidjan et Ouagadougou? La ministre ivoirienne de la communication, comme vous le voyez sur ces images, a été reçue par le président du Faso, Blaise Compaoré. À sa sortie d'audience avec le président burkinabé, Afoussi Bamba a fait le point de sa visite devant la presse. On l'écoute. Je suis venu donc au Burkina dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été signé par les deux ministères, le ministère de la communication du Burkina Faso et celui de Côte d'Ivoire. Donc naturellement, nous étions venus présenter, le ministre et moi-même, ce protocole d'accord au président, discuter avec lui, voir un peu dans quelle mesure nous pouvons mieux travailler, parce que nous avons toujours besoin effectivement du soutien des deux présidents, du président de la République du Faso et du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous sommes venus échanger. Et bien entendu, nous lui avons rappelé que ça ne concernait pas seulement les secteurs de la communication, d'autres secteurs aussi étaient concernés par cet accord de coopération. Et donc il fallait effectivement que ça puisse se faire dans les secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce ou d'autres secteurs qui sont concernés. Donc nous avons eu un échange très intéressant et je pense que la suite de la visite, ce serait effectivement que les structures sous tutelle donc, du ministère de la Communication du Burkina et celui de la Côte d'Ivoire soient opérationnels, puissent travailler réellement sur le terrain par rapport à l'accord que nous avons conclu. Dans le dossier de ce jeudi, nous faisons une incursion au cœur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le plus important aéroport du pays, où on en est aujourd'hui avec la marche vers la certification de cette infrastructure. Une question qui est pour le gouvernement une véritable préoccupation. Chargée de mener à bien cette certification, l'Agence nationale de l'aviation civile ANACCI-A-T-L, avec des résultats encourageants. Qu'est-ce qui motive à cet optimisme? Des détails sur ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire pour l'obtention de la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par l'aviation américaine. C'est dans le dossier du Garde Blé. Plus de 20 compagnies aériennes desservent depuis Abidjan, certaines par vol direct. Plus de 35 destinations à travers l'Afrique, l'Europe et le Proche-Orient manquent à l'appel à la compagnie américaine du fait de la non-certification de l'aéroport par l'aviation américaine. Faire certifier notre aéroport par la TSA américaine, cette notion en fait renferme trois volets. Il y a le volet sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est toutes les mesures qui sont prises pour lutter contre les actes d'intervention illicite qui visent l'aviation civile. Tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est attaque. Et donc, vous comprenez que ça s'étend à la police générale de l'aéroport. Le deuxième volet, c'est la sécurité. La sécurité aérienne, c'est toutes les mesures qui sont prises pour qu'il n'y ait pas un accident d'avion, que l'avion ne crache pas. Donc, tout ce qui est entretien de l'avion, suivi de l'entretien de l'avion, et tout ce qui entoure donc le vol. Le troisième volet, c'est la nécessité, une fois qu'on a fini avec ces deux premiers volets, d'obtenir qu'une compagnie aérienne soit intéressée par la liaison entre Abidjan et les États-Unis. Recherchée depuis 1999, la certification pourrait être obtenue avant fin 2013. C'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du premier volet, le volet sûreté, je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons d'abord mis en place toute la réglementation nécessaire. Et là, je voudrais donc remercier les hautes autorités de ce pays, parce que tous les décrets dont nous avions besoin étaient signés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, nous avons formé. Nous avons formé les forces de l'ordre, nous avons formé la police, nous avons formé la gendarmerie. Et nous avons au niveau du fret tous les rayons X nécessaires, à tel point que nous faisons un contrôle de 100% du fret. Le deuxième volet, c'est la sécurité. Ce que la TSA veut savoir, c'est si l'aviation civile de Côte d'Ivoire a la capacité de bien superviser la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Nous sommes donnés jusqu'en août pour atteindre un niveau de sécurité, je dirais, bon. Et puis ensuite, la venue de la TSA après avoir mené donc la troisième action, donc le troisième volet, qui est d'intéresser une compagnie à la ligne entre Abidjan et New York. La certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, rien n'est négligé pour y arriver. Ce que nous avons fait, c'est de
prendre toutes les dispositions pour que, effectivement, la sécurité et la sûreté aéroportière soient une réalité au niveau d'Abidjan. Et les audits que nous venons de passer avec succès attestent le travail qui a été accompli. Aujourd'hui, il n'y a que les ayants droit qui disposent des cartes d'accès sur la plateforme aéroportière. Je suis très optimiste et je pense que d'ici fin 2013, logiquement, l'aéroport de Côte d'Ivoire doit être certifié. On n'a jamais été aussi bien placé. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en 2012 a accueilli 962 000 passagers, soit 50% de plus qu'en 2011. L'objectif visé est de 1 million de passagers en 2013 et plus les années suivantes. Ce que devrait favoriser l'obtention de la certification et donc la venue de compagnies américaines en vol direct à Abidjan. La Côte d'Ivoire a beaucoup à y gagner. Si l'aéroport est certifié aujourd'hui, plutôt que d'aller à Paris pour aller aux États-Unis, nous allons faire des vols directs d'Abidjan sur les États-Unis. Nous tenons à ce que notre aéroport soit certifié pour que, effectivement, la politique des ciels ouverts que nous appliquons aujourd'hui puisse permettre aux Ivoiriens de voyager partout dans le monde à moindre coût. Pour en arriver là, des obstacles sont à lever sur la voie de la certification. Le gouvernement, par le biais de l'ANAC, s'y attelle et espère voir l'aéroport Félix Houphouët-Boigny certifié avant la fin de cette année. Voilà, c'était le dossier du jeudi. Il était signé Hugues Hervé Blé. Changement de registre et on se rend dans l'est du pays, dans le village de Sangori, situé dans la commune de Bondoukou. Là-bas, le seul barrage ne satisfait plus les attentes des populations. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Cette vaste étendue d'eau, c'est le barrage de Sangori à une dizaine de kilomètres de Bondoukou. Ce jour, Atta est le seul pêcheur à y promener sa pirogue. Toute la nuit, il a installé ses filets. Au lever du jour, aucun poisson pris. Mais des plantes aquatiques qui causent bien des soucis aux pêcheurs. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ça ne marche pas du tout. Et il y avait une herbe qui est venue, on ne sait pas d'où ça vient. Ça est au milieu de l'eau. Ce n'est pas en haut et ce n'arrive pas en bas. Donc les poissons sont en bas d'herbe. Donc, ça fait qu'avant, on peut lancer épervier. Mais maintenant, à cause des herbes là, on ne peut pas lancer épervier. Comme ça ne marche pas, tout le monde a abandonné. Avant, là, quand les pêcheurs viennent, des fois même pour un pêcheur, il y a 3 femmes qui peuvent prendre pour un pêcheur. Et puis, c'est beaucoup. Mais maintenant, là, quand on va, on gagne même pas. Le barrage de Sangori avait suscité beaucoup d'espoir dans tout le district du Zanzan, notamment dans les régions du Kontougo et du Boukani, à sa création en 1971. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il n'était pas assez puissant pour produire de l'électricité. Et pour qu'il soit utile aux populations riveraines, le barrage a été transformé en retenue d'eau avec pour mission d'irriguer les vastes périmètres rizicoles aménagés et développer l'activité de pêche. Mais là encore, problème. Les vannes du barrage de Sangori sont inopérationnelles depuis de nombreuses années et l'activité agricole se meurt. Le barrage étant créé depuis les années 70, qu'on est aujourd'hui un état de délabrement. Toutes les vannes sont gâtées. Ça fait que si vous n'avez pas besoin d'eau, vous avez besoin d'eau, l'eau passe. Donc on a besoin que l'État nous vienne en aide parce que pour faire les vannes, il faut beaucoup d'argent. Le drain principal devrait être cimenté. Ça fait que l'eau passe à travers. La réhabilitation du barrage de Sangori est attendue avec beaucoup d'enthousiasme par les populations de tout le district du Zanzan, notamment celles des régions du Kontougo et du Boukani. Les populations de ces régions y voient dans cet acte à venir promesse faite par le président Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans cette partie de la Côte d'Ivoire, la solution au problème du développement des différentes localités qui composent le district du Zanzan et de progrès de leurs populations respectives.
11 agents de la police nationale devant le tribunal militaire. Ils ont été interpellés pour délit d'extorsion de fonds. Les mis en cause sont accusés d'avoir extorqué 50 000 francs CFA à un conducteur à qui il était reproché de disposer d'un permis de conduire non valable sur le territoire national. 9 de ces 11 prévenus ont été condamnés il y a quelques jours par le tribunal militaire à plusieurs mois de prison avec sursis. Les explications du Gervais Blé. La lutte contre le racket et l'impunité militaire se poursuit sans relâche. Épinglés récemment, 11 agents de police membres de la compagnie d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. Traduits devant le tribunal militaire, ils avaient à répondre des faits de racket. Les faits remontent au 29 octobre 2012, accusant un conducteur de détenir un permis non valable sur le territoire ivoirien. Ces agents lui réclament, après confiscation du permis et des pièces du véhicule, 50 000 francs CFA. La victime de racket porte plainte. Interpellés après enquête, les 11 policiers mis en cause sont déférés devant le tribunal militaire pour délit d'extorsion de fonds. 4 des 11 prévenus écopent de 5 mois de prison avec 100 000 francs d'amende, 5 de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Déclarés non coupables des faits d'extorsion, 2 sergents sont relaxés. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, a eu 50 ans l'année dernière. La célébration de ce cinquantenaire a débuté aujourd'hui et court jusqu'au 6 avril prochain. La cérémonie inaugurale a été marquée par une conférence avec en toile de fond le bilan des 50 ans de lutte syndicale de la plus vieille centrale du pays. Le témoignage de Brouléan. Amisha et ses 38 camarades attendent leur réintégration après leur renvoi en 2009 de leur société. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais à quel niveau le dossier est bloqué. L'UGTCI décide de faire quelque chose afin que nous puissions bénéficier de la vie comme tout le monde. Contrairement à ce syndiqué, Comblé est cette militante de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI. Licenciée en 2001 pour motif de grève, elle a été rétablie par son employeur grâce à l'UGTCI. Nous étions un élément dangereux pour la société du fait des revendications que nous n'arrêtons pas de poser. Après plusieurs tractations, la société a dû rebrousser chemin donc pour me rétablir dans mes droits. En 50 ans, les cas d'injustice rétablis par l'UGTCI au profit de ses adhérents sont légers. Le secrétaire général de cette centrale syndicale peine même à les chiffrer. Joseph Ebagnérin est cependant loin de se satisfaire du parcours de sa centrale. Avec lui, le premier secrétaire général de l'UGTCI, Amotano Lambert. Tous deux notent des insuffisances et des manquements pour lesquels il convient de redynamiser l'UGTCI. Il doit être un organe de paix et de développement économique du chômage des jeunes. Le syndicat peut jouer un rôle très important dedans. On doit s'adapter au contexte nouveau. Aujourd'hui, vous savez, on est dans l'éthique. Et donc, on est obligé de nous moderniser par rapport aux cotisations. Mais nous avons décidé de restructurer, de refaire les statistiques, de telle sorte qu'entrant en session budgétaire, on sache que s'il y a 300, on n'en attend pas 3000. L'UGTCI, face aux nouveaux enjeux du développement de la Côte d'Ivoire, thème de ce cinquantenaire en 4 volets. Soirée humoristique, décoration de syndicalistes, dîner gala. Cérémonie inaugurale. La paix, qu'il n'est pas exagéré de souligner le retour à l'UGTCI après la crise de succession qui a également marqué l'existence de la plus vieille centrale syndicale de Côte d'Ivoire en fin d'année 2012. Il s'est rendu à Lakota, dans la région du Lodibois. Zadi Didier, président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, y est allé sensibiliser la population sur l'importance de la réconciliation. Il a échangé avec toutes les couches sociales de Lakota avant d'animer un meeting pour expliquer aux populations une nécessité, celle de se réconcilier. Les explications de Brouléan. Une réconciliation vraie pour la paix et le développement à Lakota. Cela passe pour la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation CJPPR par la capacité des fils et filles du département à tourner la page de la crise post-électorale. À cet exercice, Zadi Didier et ses camarades ont soumis la communauté musulmane de Lakota et les populations de Niazaroko, Dumont, Neko et Kwasi-Lilier. En traversant ces localités, le président de la CJPPR n'a pas manqué de présenter des excuses pour les dérives de la jeunesse au plus fort de la crise.
à Niazoro, destination de son périple, Zadi Djedje a engagé les couches socio-professionnelles à accompagner le pouvoir en place. Vous qui dites non, vous ne voulez pas aller à la réconciliation, je vous demande de vous ressaisir. Dieu ne descend pas pour parler aux hommes. Il y a un monsieur qui exerce le pouvoir. Il faut l'accompagner pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un message bien perçu par le maire FPI de Zikisso, le délégué RJR de Lakota et le coordonnateur de la CJPPR de Lakota, anciennement chef milicien. Tous ont promis de travailler à la pérennisation du pardon, de vivre ensemble pour une paix durable à Lakota. Avant sa tournée de Lakota, Zadi Djedje était l'invité d'une organisation internationale au Sénégal où il a été élu président des leaders africains pour la paix et la non-violence. À présent, ce voyage que je vous propose d'effectuer aux trousses de l'actualité africaine, on se rendra au Mali, mais tout d'abord, direction l'Afrique du Sud, où l'état de santé du héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela inquiète. Madiba a été hospitalisé la nuit dernière, il souffre d'une infection pulmonaire. Regardez. Nelson Mandela de nouveau hospitalisé. L'ancien président sud-africain âgé de 94 ans a fait une rechute de son infection pulmonaire. Dans un communiqué de presse, l'actuel président Jacob Zuma n'a pas précisé dans quel établissement Mandela a été admis, mais a appelé le peuple africain à prier pour lui et sa famille. Début mars, le prix Nobel de la paix avait été hospitalisé pour 24 heures. Les autorités parlaient alors d'un simple examen de routine. Cela fait maintenant plus de 3 ans que Madiba n'est plus apparu en public. Les élections présidentielles et législatives au Mali auront bien lieu en juillet. C'est ce qu'a affirmé avec détermination le gouvernement malien après la première réunion du comité de pilotage. Un délai court au cours duquel il faudra remettre en place l'administration dans certaines régions du pays, comme à Gao et à Tombouctou. Le comité en a profité pour solliciter le concours de la communauté internationale avec l'envoi d'observateurs internationaux. On se rend maintenant sur l'île de Chypre, gravement touchée par la crise financière en Europe. Les banques chypriotes ont rouvert leurs guichets ce jeudi après 12 jours de fermeture. Elles avaient été fermées pour éviter une fuite de capitaux du pays, sauvée de la faillite par un plan international. Après 12 jours de fermeture, les banques ont enfin rouvert leurs portes. Les guichets sont pris d'assaut. À l'extérieur, sous bonne garde, les fourgons approvisionnent les distributeurs automatiques. Les autorités veulent à tout prix éviter une panique bancaire. Et pour ce faire, les mesures prises sont drastiques. Retrait maximum fixé à 300 € par jour. Les paiements et les virements à l'étranger ne peuvent dépasser 5 000 € par mois. Impossible également de quitter le pays avec de fortes sommes en liquide. Des mesures temporaires, mais que les économistes voient déjà durer des mois, voire des années. En apprenant la nouvelle, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer ces mesures imposées par l'Union européenne. Ils nous forcent à prendre des mesures d'austérité alors que le peuple n'y est pour rien. Nous n'avons rien fait de mal, c'est aux banques de payer, aux banques et pas à nous. On ne nous a rien demandé, ça leur est égal que ça soit juste ou pas. Malgré le plan d'aide européen de 10 milliards d'euros pour sauver les banques du pays, l'activité économique est complètement paralysée. La reprise s'annonce très difficile. L'économie de Chypre navigue en eau trouble. La décision européenne a permis de nettoyer le système bancaire, mais en retour, la richesse du pays a été amputée d'au moins 20%. Avec une économie en récession depuis plusieurs années, ce plan de rigueur laisse un goût d'amertume aux Chypriotes qui réclament au contraire des capitaux pour relancer leur économie. On termine ce journal en culture avec les femmes africaines de l'UEMOA qui sont à Abidjan pour le premier festival de promotion de la femme africaine. Il est dénommé Afriki Mousso. Selon l'initiateur, le Palais de la Culture d'Abidjan, la rencontre se veut un cadre d'expression et de valorisation des femmes africaines, des femmes de tous les métiers d'art et de la mode qui se prennent en charge grâce à leurs activités. Marie-Laure Ngora. Artistes, peintres, stylistes, modélistes, écrivaines, commerçantes. Ces femmes africaines des pays membres de l'UEMOA se sont donné rendez-vous à Abidjan pour leur premier festival dénommé Afriki Mousso, festival de promotion de la femme africaine. Le cadre est tout trouvé pour échanger, partager leur expérience, surtout promouvoir leur talent, valoriser la culture africaine. J'essaie de valoriser
le pain traditionnel ivoirien, qu'on peut faire beaucoup de choses avec le pain traditionnel. Ce que je porte aujourd'hui, c'est avec le pain baoulé. On peut faire beaucoup de choses, de la broderie, des ensembles tailleurs, des ensembles maxi. Je suis une digne femme africaine, donc je me sens très bien là-dedans. C'est un pain baoulé. Que toutes les femmes puissent mettre en valeur ce qu'elles ont de mieux, ce qu'elles ont de meilleur, pour que tout le monde sache que la femme, ce n'est pas ce qu'on voit, mais la femme, c'est la femme battante, la femme de qualité et la femme travailleuse. Christiane, commerçante, est arrivée du Burkina Faso. Ses sacs, chaussures et ceintures qu'elle expose avec fierté ont été fabriqués avec des sachets plastiques, des sachets ramassés et recyclés par des femmes au Burkina Faso. Et les sacs que vous voyez, c'est les sacs recyclés, les sachets noirs jetés dans la rue que notre association collective ramasse et il fait des objets utilitaires. On fait en tout cas plus de 60 objets qu'on fait avec ces sachets plastiques. Et ces femmes qui sont dans ce centre, ils arrivent à avoir leurs besoins, payer les études de leurs enfants. Afrique Mousso, festival de promotion de la femme africaine, est une initiative de la direction du Palais de la Culture d'Abidjan. Une initiative qu'elle veut désormais instituer pour valoriser la femme africaine. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Abiba Dembélé Saoué. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.